J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Mais chaque retraité est responsable de sa retraite. Un message vraiment que je veux supporter, mais décloisonner les vieux des jeunes et des plus jeunes, mais aussi augmenter le service à domicile. Après 50, 60 ans, là, essaye pas de faire apprendre le français à une personne qui parle l'arabe et qui n'a jamais lu ou écrit le français. C'est un petit peu difficile. Il fait moins 20 dehors et le participe passé, il passe pas avant la neige. C'est mon salaire de dire « Ah, celui-ci, je l'ai suivi, je l'ai accompagné et il a réussi. » Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée spéciale dans le cadre de l'émission La Voix des Aînés. La Voix des Aînés qui est une émission consacrée aux aînés, pour la plupart issus de la diaspora, des minorités visibles et au-delà. Celle que nous recevons aujourd'hui s'appelle Nour Sayem. Elle est entrepreneur, elle est auteure, une femme d'affaires, elle est aussi mentor. C'est une femme très engagée dans les associations, dans les activités associatives. Et je tiens à préciser ici que c'est une femme très disponible et qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, non seulement dans la province de Québec, mais aussi ailleurs. Alors, Nour va nous entretenir sur sa très récente retraite. Il faut préciser aussi que ça fait 53 ans qu'elle est immigrante au Canada. Et nous allons donc pouvoir la recevoir. Bonjour Nour Sayem. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Oui. Et vous? C'est très bien. Aujourd'hui, avec la belle neige, c'est beau. Ben, la neige, il y en a qui n'aiment pas la neige et qui sont pas contents, nous. Alors, c'est ça le premier pas de l'adaptation et l'intégration d'une immigrante. Après 53 ans, si je n'aime pas la neige, il vaut mieux retourner là où je viens. Mais j'adore ça, j'aime la neige, je suis bien, je suis intégrée. Après 53 ans, je suis arrivée à l'âge de 15 ans, ce qui fait que l'âge a une influence beaucoup sur les étapes de l'intégration. Et c'est important de mentionner à nos téléspectateurs que tu es d'origine syrienne. Hein? Oui, je suis d'origine syrienne et il y a la Syrie en moi qui ne part pas. Okay. J'ai gardé mes racines, j'ai gardé ce qui est de plus beau. Et même, je vous ramène à notre sujet de la retraite. La retraite chez les Syriens et la retraite chez les Québécois, il y a une différence. Alors, on peut dire que il a fallu que je puisse adhérer au Code québécois de ce que c'est l'immigration et la retraite. Ben, parlant de l'immigration et de la retraite, comment ça se passe? En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Ben, d'abord, il y a eu beaucoup de défis. Mes études, en tant que femme musulmane qui ne parlait pas le français au départ. Tu ne parlais pas français du tout? Je parlais, mais je ne parlais pas québécois. Ok, c'est différent. Et c'est différent. Et les défis que j'ai eus jusqu'à ce que je devienne la première femme docteur de la faculté de l'agriculture à l'Université Laval. Okay. Et la première femme chimiste à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. Alors, mes parents m'ont éduquée pour que je puisse être une femme la plus... Une femme de tête. Une femme de tête et en même temps une femme d'affaires. Okay.
Et ça, j'ai pris ça de mon père et de ma mère. Ma mère, elle était plus une femme de tête, mon père était plus un homme d'affaires. Et cette génétique-là, mélangée ensemble, a fait de moi une personne qui persévère, qui pousse, et on me dit que j'ai une tête de mule. Et cette tête de mule m'a donné ce défi de passer à travers différents échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. J'ai coulé mes premiers cours de cégep sciences pures parce que j'ai sauté 2 années pour pouvoir sauter mes années. J'ai vécu vite, mais j'ai réussi. Mais la clé de la réussite, je ne peux pas vous donner la recette. C'est personnel à chacun de nous, de notre éducation, d'où on vient, de milieux, des gens qu'on a rencontrés dans notre vie. C'est très important de voir les rencontres que l'on rencontre. Notre rencontre à nous deux est arrivée d'une façon spéciale. Ce qui fait qu'on continue à collaborer ensemble. Et je crois que aimer les gens, donner du mieux qu'on donne, ça nous revient. J'ai semé pendant 62 ans de ma vie. J'ai semé énormément, sans avoir de récolte. Et c'est à partir de 62 ans, à ma retraite, que j'ai commencé à récolter tout ce que j'avais semé. Ça prend de la patience et récolter après 62 ans ce que j'avais dans mon champ depuis le début jusqu'à la fin. Et là, je suis dans l'abondance. Super. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant votre séjour d'immigrante ici, pendant tout le temps que vous avez mis ici dans la ville ou dans la province de Québec? Vraiment juste un truc... Oui, je peux vous dire que moi, arrivé à Montréal à l'âge de 15 ans, c'est là où le choc a été le plus dur. De 15 à 20, 21 ans, je me suis mariée et je suis allée au Lac-Saint-Jean. Là, il n'y avait pas beaucoup de Syriens qui vivaient là. Et ça, c'était dans les années 74. Et j'ai accouché d'un bleuet au Lac-Saint-Jean. Et 3 ans plus tard, on est revenu à Québec. Et depuis, j'ai pris la ville de Québec comme pays. Ça fait quand même une 40aine d'années que j'habite à Québec, et spécialement à l'ancienne Lorette comme telle. Mais le passage a été difficile jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça m'a pris 20 ans pour vraiment arriver à une certaine stabilité. 20 ans. Ça veut dire de 1967 jusqu'à 20 ans plus tard, pour dire que là, la personne est stabilisée. Donc, ce qui vous a le plus marqué, c'est donc quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est le code québécois par rapport à mon code, dans lequel moi, j'avais des principes moraux, j'avais des valeurs, j'avais des croyances, j'avais des cordes sensibles qui n'étaient pas les mêmes que les cordes sensibles du Québécois. Alors là, il fallait arrimer les deux cordes, les 36 cordes sensibles du Québécois à mes 36 cordes. C'était ça votre choc. Alors, quand j'arrive à 15 ans, en plus d'être adolescente à la recherche d'une identité, ben, j'arrive dans un milieu où l'identité se perd. Je me cherchais donc une identité. Et c'était la chose la plus difficile pour moi. Je sortais de la maison, parce que je suis venue en famille à 15 ans. De la maison, j'étais au Québec. Je revenais à la maison, je rentrais en Syrie. Donc, imaginez-vous le clash que j'avais. À chaque fois que je rentrais à la maison, on parlait l'arabe avec les principes qu'on a. Et je sortais, c'était vraiment l'année 67, 68, les années folles du Québec, comme telles. Alors, ça, c'était la chose la plus difficile pour moi.
Et ça m'a forgé. Ça a forgé mon identité de dire qui suis-je, où vais-je, les questions existentielles d'un adolescent. Et Dieu merci, j'ai fait la conciliation de mes origines avec les gens du Canada. Et ça, c'est rare. OK. Actuellement, vous êtes à la retraite. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe comme vous vous attendiez, comme vous aviez préparé, comme vous aviez prévu? Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24/7 et les retraits sont gratuits. Téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Ma foi, j'ai fini mon travail dans une institution financière, à part d'être une femme d'affaires de 2 entreprises. J'ai fini ma retraite dans une institution financière, puis j'avais 62 ans, et j'avais dans la tête d'écrire un livre, mon autobiographie. Et j'ai commencé à écrire le livre, et en écrivant ce livre-là, j'ai pleuré pendant 1 an. Toutes mes blessures, toutes mes nostalgies, toutes mes racines sont sorties, tous mes souvenirs. Qu'est-ce que vous pleurez? Le livre que j'ai écrit Ma vie entre figuier et érable, j'ai pleuré ma nostalgie de la Syrie, j'ai pleuré ma vie au Canada, comment j'ai défié tout ça, et en même temps j'ai ri aussi. Dans mon livre, on rit. Et suite à ce livre-là, j'ai découvert qu'il n'y a pas beaucoup de mentors qui accompagnent les immigrants qui arrivent. Il y a un manque de mentorat. Parce que je suis une vieille immigrante. Je ne suis pas une jeune immigrante. Et c'est là que je vais aller à Sage Mentorat et j'ai présenté ma candidature bénévole pour être mentor pour les chefs d'entreprise immigrants de toutes les nations. On parle d'immigration, on parle d'immigrants de toutes les nations, et au cœur de ce thème, c'est immigrants. En fait, en termes de statistiques des immigrants dans la capitale nationale et les environs, qu'en est-il? Il y a 6%. Depuis 2006, il y a une augmentation assez bonne, importante. Et le quart des immigrants sont d'origine française. Et les autres sont... 70% sont francophones. Ils parlent le français. Par contre, il y a 23% des immigrants qui ne parlent ni l'un ni l'autre. Alors ça, c'est une chose qu'on va venir tantôt dans notre entrevue, parler du défi de l'immigrant à la retraite pour la langue française, qui doit être un des premiers facteurs. Combien de pourcentage d'aînés se trouvent dans ces 6%? Je vais vous donner des chiffres, les seuls chiffres qui m'ont frappé de toute ma recherche. Il y a 44 550 immigrants dans notre région. 44 750. C'est ça. Dans notre région. Par contre, il y a 742 452 personnes âgées de plus que 50 ans. Alors, quand vous divisez ça dans les immigrants, on a dans les immigrants aînés dans notre région, dans le 6%, 3 000 aînés seulement. Ça fait 0,4% à 1%. Moi, je dis, parce que les chiffres nous donnent au Québec, pas dans la capitale. Moi, j'ai extrapolé parce qu'il y a 10 000 immigrants au Québec qui ont 50 ans et plus. J'ai dit,
Normalement, 50% ou plus sont dans la région de Montréal et les autres sont dans les régions. La deuxième région qui reçoit des immigrants, c'est la région de Québec, toute proportion gardée. J'ai estimé à peu près à 3 000 immigrants d'âge de 50 ans et plus sur le nombre que je vous ai donné, sur 74 000 quelque chose de personnes âgées. Ça fait pas beaucoup. L'immigration est récente. Exactement, c'est exactement ce que tu viens de souligner. Par contre, j'ai regardé les chiffres. L'immigration qui est arrivée vieillit aussi. Depuis qu'ils sont arrivés jusqu'à maintenant, le taux de vieillissement a doublé. Donc, il y a un vieillissement accéléré du double. Mais la quantité globale de ces gens-là est quand même minime. Parce que les immigrants arrivent plus jeunes. Le fait que les immigrants sur place peut-être font venir leur famille, c'est-à-dire leurs parents qui sont aussi déjà âgés et qui rentrent dans les calculs. Oui, mais il n'y en a pas énormément parce que les portes sont très, très, très étroites. L'immigration, d'aller chercher sa parenté. Moi, j'ai vécu avec mon organisme, avec les réfugiés. C'est très difficile d'aller chercher la parenté. Aussi fort qu'on dit, oh, c'est facile d'amener la parenté, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, les personnes âgées qui viennent d'ailleurs, qui ont été appelées par leur famille, c'est encore mineur à Québec. Je ne vous dis pas à Montréal. Montréal, c'est un autre écosystème. Parce que la ville de Montréal a été bien structurée et depuis 2006 que Québec s'est ouverte à l'intégration, puis à se structurer, puis à aller amener des immigrants. Depuis que vous êtes à la retraite, comment vous vivez ça? Est-ce qu'il y a assez de ressources? Est-ce que, pour quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations en tant qu'une personne qui a besoin, la ville de Québec, elle vient de faire une révolution pour les aînés en général. Que tu sois immigrant ou aîné, c'est extraordinaire. Vous avez juste à regarder ce que la ville fait avec le site internet de la ville de Québec plus aîné. Vous allez avoir tous les liens possibles et impossibles. Il y a à peu près, je pense, une 50aine d'organismes pour aider les immigrants. Il y a la journée des aînés, il y a des FADOC, il y a plein de services. Il y a des services téléphoniques. En tout cas, je peux en nommer là, énormément. Il s'agit juste d'aller voir le site internet de la ville et chapeau pour le travail qu'ils ont fait. Mais c'est sûr que nous, ici à Québec et au Québec, on est vieillissant. Le taux de natalité baisse et le vieillissement augmente. L'espérance de vie a augmenté. Ce sont ces deux facteurs qui ont fait en sorte qu'on vieillit, puis on n'a pas de relève. Et quels sont les défis actuels de l'immigrant ici à Québec? À Québec, vous avez une grande expérience. Oui, moi je pense que c'est le français, la langue française, qui est la plus importante. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent français? Ben, il y a 30% des immigrants qui ne parlent ni l'anglais ni le français. Par contre, il ne faut pas regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a 70% des immigrants qui ont une 12e année et plus jusqu'au diplôme supérieur et qui parlent au moins une langue que leur langue, le français et l'anglais. Souvent, on trouve qu'ils parlent les trois langues, sont polyglottes, mais 70% parlent le français. Donc, il reste 30%. Et c'est ce 30%-là que je vois, il faudrait que leurs enfants prennent soin d'eux. Parce qu'ils ne pourront jamais se faire comprendre en nulle part. OK. Ben, quand vous dites qu'il y a 30% d'immigrants qui ne parlent pas français et qu'il faudrait que les enfants prennent soin d'eux, est-ce que ces 30%
seraient en danger pour le futur. S'ils n'apprennent pas. Est-ce que c'est des aînés ou est-ce que c'est des jeunes? Ce sont des gens autour de ceux qui sont arrivés à l'âge de 45-50. Ceux qui sont arrivés trop vieux, trop tard. Moi, j'ai été en contact avec les réfugiés syriens. Il y a les Bosniaques, il y a toutes sortes de réfugiés qui nous sont venus, les Ukrainiens qui s'en viennent. C'est pas leur première langue, alors plus ils sont vieux, ils arrivent avec beaucoup d'enfants. Les enfants vont parler français facilement, mais eux, ça va être après 50, 60 ans, là. Essaye pas de faire apprendre le français à une personne qui parle l'arabe et qui n'a jamais lu ou écrit le français. C'est un petit peu difficile. Il fait moins 20 dehors et le participe passé, il passe pas avant la neige. Non, la neige passe toujours. Et quand il fait moins 20, là, on s'occupe à pelleter, à s'occuper de marcher, que d'apprendre. Parce que l'apprentissage, il faut que tu t'assoies, il faut que tu te concentres. Et un nouvel arrivant, là, il n'y a pas le temps. Il faut qu'il se débrouille, il faut qu'il trouve une maison, il faut qu'il élève ses enfants. Il est dans le déchirement de sa nostalgie de son pays. Comment il va élever ses enfants, puis souvent ils arrivent avec 5 puis 6 enfants. Là. La moyenne, là, c'est eux qui sont notre planche de salut. Tous les immigrants qui arrivent, à mon avis, pour le moment, savez-vous où est-ce qu'ils sont, les immigrants? Non. Ils ne sont pas dans le secteur des personnes âgées. Ils sont au service des personnes âgées. Ben, parlons plus de la retraite. Quels sont les défis que vous avez rencontrés depuis que vous êtes à la retraite? Et est-ce que vous croyez que c'est des défis liés peut-être au système ou à la personne retraitée ou au service en Je crois que c'est à la personne retraitée. Mais chaque retraité est responsable de sa retraite. Un aîné est responsable de sa retraite. Puis moi, je trouve que le mot retraité est un petit peu péjoratif. Oui, oui. Et on le lie à l'agisme. Et l'agisme, c'est un problème effrayant dans notre région, au Québec, alors qu'en Afrique, une personne âgée, c'est une bibliothèque. Oui, c'est vrai, qui se brûle si jamais elle n'est plus là. Et tout brûle dans cette bibliothèque-là. Donc... On disait Amadou Ampateba, je pense. Exactement. Alors, la personne n'est pas âgée, la personne est vivante, elle a son intégrité et elle a toute sa place dans la société. Alors ici, on les isole dans les RPA. On met les enfants dans les CPE, dans les garderies, et on fait envoyer les gens actifs au travail. Il y a des silos. Et ça, je suis contre ça. Je vous le dis là, je suis contre la séparation des 3 générations de telle façon. Il me faut de personnes au service à domicile pour les personnes aînées. Savez-vous combien qu'il y a de personnes aînées qui habitent chez eux encore? Non. On dit, selon les statistiques, 95% des personnes aînées habitent à la maison chez elles. Donc, ces personnes-là ont besoin de quoi, vous pensez? De service. Du service à domicile, de la vie de village, de la vie de la famille. Et ça, on le trouvait dans les pays d'origine. Un vieux, il n'était jamais placé dans un RP. On le mettait dans le coin, puis on allait le voir, les enfants allaient le voir. Mais avec la dénatalité qu'on vit ici, les enfants d'une personne retraitée trouvent ça lourd. Sont 1 ou 2, au maximum 4. Comment supporter une personne âgée, une personne aînée, avec le peu de personnes pour la supporter, et surtout quand elle commence à avoir une régression. Alors il y a un cycle, il y a un processus. Moi, je suis dans le premier tranche. Carré. Les premiers carrés, les femmes, les hommes de notre âge, entre
et 75, 80, on est la même. Tout le monde nous demande d'être utile dans la société et on en donne au futur. Mais quand, aussitôt, vous manquez la santé mentale, que ce soit l'Alzheimer, que ce soit la mobilité, que ce soit le cœur, que ce soit des problèmes médicaux de toutes sortes, vous êtes déjà à l'encart, vous êtes déjà classé et on vous conseille d'aller dans un RPA. Et les RPA coûtent cher. Ben, pour ceux qui ne savent pas, RPA, c'est quoi? Résidence de personnes aînées, que j'appelle aînées, non pas âgées. Moi, je ne trouve pas ça âgé. Moi, je trouve aîné, ça a de l'expérience, ces personnes-là. Si, du haut de toute cette expérience-là, s'il y avait un message que vous enverrez au système, au gouvernement par rapport à cette situation, que direz-vous? Un message vraiment que je veux supporter, mais décloisonner les vieux des jeunes et des plus jeunes, mais aussi augmenter le service à domicile. Il y a des associations qui sont des sociétés communautaires qui envoient 1h30 par aîné de service. Ça n'a pas de bon sens. 1h30, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour pouvoir engager du monde qui vient chez eux, 1h30, il faudrait que le budget augmente. On est un des pays les plus reculés là-dedans. Le plus reculé, et on bâtit des RPA les plus forts et le plus élevés au pays. C'est au Québec qu'on a le plus grand nombre de RPA. C'est lucratif. Alors, moi je me dis, c'est correct, CHSLD, une fois que tu es rendu très malade, organisons-nous pour bien recevoir les personnes aînées qui sont très malades. Mais comme je vous dis, il n'y en a pas tant que ça, là, de personnes. Mais ceux qui habitent chez eux, ben, s'il vous plaît, avoir des services à domicile. Quel est votre regard sur les communautés ici dans la ville de Québec? Je crois que, étant donné la jeunesse de ces communautés-là au Québec, ça prend un certain temps avant qu'il y ait que le pâte se fasse ensemble. La mayonnaise prenne. Avant que la mayonnaise prenne. Écoutez, on arrive, je regarde par exemple nos mosquées. Ça fait pas longtemps qu'on a des mosquées à Québec. Non. Par rapport aux mosquées en Syrie puis ailleurs. Alors, on essaye du mieux qu'on peut de servir de prêtre puis de donner des choses, mais c'est pas évident là. Les mosquées par rapport aux autres communautés qui existent dans les communautés chrétiennes qui viennent d'ailleurs. Donc il y a cet amalgame à faire entre nous et il y a des organismes comme le SWAT, le Rire 2000, ACOVA, c'est toutes des entreprises, que ce soit à but non lucratif ou lucratif, qui ont le message d'intégrer, de faire l'amalgame, de faire les soirées. Okay. Inclusio était une autre association. La FEAS, dans laquelle moi je fais partie, on veut avoir l'inclusion. Et en ayant l'inclusion, on est capable d'agrandir cet amalgame, pas seulement entre immigrants, mais immigrants et le Québec aussi. C'est très important, là. Vous avez envoyé un message au gouvernement, maintenant un message peut-être aux aînés qui sont là à Québec. C'est quoi votre message fort que vous enverrez à tous les aînés qui vous écoutent aujourd'hui ou dans les jours à venir? Oui, les aînés, je vous aime beaucoup parce que j'en fais partie. Écoutez, je pense qu'il y a
des choses qu'il faut et qu'il fallait faire avant. Mais maintenant, vous arrivez, se mettre en forme, la condition physique. Mais par contre, l'hiver, sortez, restez pas à la maison enfermés puis coucounez. Puis on le dit aux jeunes et aux plus aînés, sortez, mettez des bonnes bottes avec des crampons, avec une canne, mais sortez de grâce, même si c'est 5 minutes. Et troisième chose, votre spiritualité. Okay. Méditez, parce que souvent, c'est le bon temps de méditer. On n'a pas des deadlines où il faut que tu te rendes et tout ça. Alors, méditez, souriez, et le dernier mot, je dis aimer. Aimer. Moi, ma dernière question, qu'est-ce qui vous manque de votre vie active avant d'être retraité, et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre retraite? Je peux vous dire que ma vie a été en continu. J'ai pas fait de... Jusqu'à date, c'est en continu, sauf que certains facteurs ont changé. Mais je suis au service des communautés, du personne, des jeunes. Je me donne, et plus je donne, plus je rajeunis. Okay. Plus j'accueille. Et mon argent, maintenant, c'est de voir que quelqu'un réussit. Ça, c'est ma plus grande récompense. Votre salaire. C'est mon salaire de dire, ah, celui-ci, je l'ai suivi, je l'ai accompagné et il a réussi. C'est mon défi. C'est mon grand défi. Et vous en êtes fier? Ben, en tout cas, je suis à mes débuts encore. J'ai pas vu, parce que vous ne pouvez pas changer une personne ou les faire évoluer en si peu de temps. Donc, ça prend du temps, ça prend de la volonté politique, ça prend de l'intervention. Et dans tout ce que je fais, que ce soit pour l'environnement, mon implication avec le VRIC, mon implication à la FEAS, mon implication avec Mentorat, SAGE, Réseau M, c'est tous des organismes qui me prennent énormément de force. Mais j'en donne, mais j'en recueille. J'en recueille énormément. Super. Alors nous, actuellement, beaucoup de personnes ignorent vraiment qu'est-ce que vous faisiez. On sait que vous avez été très active avant d'aller à la retraite. Quelles sont les entreprises dont vous étiez comme la patronne ou alors dont vous meniez le destin? Première femme docteur de la faculté de l'agriculture en sciences et technologies des aliments. Essayer de trouver un emploi, impossible. Et ma fibre entrepreneuriale est sortie. J'ai travaillé pour une firme de consultants pendant 3 ans. Je suis allée chercher 3 ans de temps, une subvention pour m'engager. Okay. Et j'ai travaillé 3 mois sans salaire pour avoir un stage, pour rentrer. Une fois que j'ai eu cette expérience de consultation, on a fermé la division. Et de cette expérience-là, j'ai fondé la compagnie Sayem Bello et Associés. Je me suis associée avec un Québécois et c'était la première firme québécoise de consultation dirigée pour l'industrie de transformation alimentaire. Ok, donc votre première entreprise, c'était Sayem Bello. Sayem Bello, la de la deuxième terre jusqu'à la tablette. On était spécialiste de donner des conseils. La deuxième, Auditech. Je suis devenue la conseillère des organismes gouvernementaux pour l'aspect scientifique. J'ai travaillé avec le MAPAC, j'ai travaillé pour le CQBB. Bref, j'avais des mandats. Et le BDC, la Banque de développement du Canada, était un de mes clients. Et suite à ça, je suis rentrée à la BDC. Et j'ai fait 12 ans, même 15 ans avec la consultation. Et là, suite à ma retraite et suite à mon livre, j'ai bâti et j'ai fondé l'ONG Aliments Ensemble. Donc ça fait 3 entreprises. 2 avant. Sayem Bello, Auditech et les Aliments Ensemble. Et les Aliments Ensemble. Franchement, félicitations.
Merci. C'est une vie vraiment d'entrepreneur. Si vous étiez un animal, vous aimeriez être quoi? Ah, on m'a dit que l'animal que je serais, c'est celui qui fait le tour de la planète en haut, là, sans arrêter pendant 1 an. Et si vous étiez un aliment? Si j'étais un aliment, je serais un aliment nutritif. Oui, ce serait quoi? Un aliment, je pense une figue. Une figue. Si vous étiez une fleur? Yasmine, le jasmin. Le jasmin. Oui, parce que le jasmin vient de chez nous avec son odeur et la figue vient de chez nous, c'est un fruit. Okay. Et je garde ces deux-là comme symbole de la Syrie. Et l'oiseau qui tourne, c'est vraiment la femme d'affaires en moi. Je suis toujours sur mon X quand je suis une femme d'affaires et une entrepreneur. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé, la santé, la santé. Un point que vous voulez apporter pour terminer? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Tu m'as écouté. J'espère que je t'ai assez écouté. J'espère que j'ai été utile surtout dans cette entrevue. J'espère que les gens vont pouvoir partager ce qu'on vient de discuter ensemble. Ça, c'est très important et je vous souhaite une très bonne chance pour Diaspo. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous avons eu donc, comme vous pouvez le constater, le privilège et vraiment le plaisir de discuter avec une femme sage, une mentor, une femme d'affaires, je dirais une entrepreneur aguerrie et surtout une conseillère, car ça fait partie de son quotidien, apporter des conseils. Et aussi, il faut mentionner que c'est une femme très engagée pour la justice et pour l'aide sociale. Elle s'appelle Noussaïem, elle a été notre invitée et vous la retrouverez sûrement dans les débats qui s'en viennent avec les aînés ou les tables rondes. Cette émission, La Voix des aînés, est une émission consacrée aux aînés. Si vous connaissez des aînés ou si vous êtes un aîné vous-même et que vous voulez participer à l'émission, elle est vraiment libre et gratuite. Juste nous écrire ou nous appeler et nous ferons le nécessaire. En espérant vous voir très prochainement avec notre prochain invité, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Bye bye.